Grandir rapidement, c'est le mantra d'Amazon.com et de son impétueux fondateur, Jeff Bezos. Dès mon arrivée, j'ai eu l'impression qu'il fallait appuyer un peu plus chaque jour sur l'accélérateur. L'audacieux entrepreneur a réécrit les règles du commerce de détail. Il y a comme une urgence à s'emparer de la planète Internet. Comment imposer la marque Amazon ? Mais sa stratégie n'a pas toujours été payante. Même après l'entrée en bourse d'Amazon, les gens regardaient les données financières et se disaient que cette entreprise n'allait pas y arriver. Amazon.com a été rentable en décembre 1995, et ce, pendant 1 heure. Grâce à une série d'actions pour le moins rusées, Jeff Bezos a construit et reconstruit Amazon.com. Si vous posez une question à laquelle Jeff n'a pas envie de répondre, tout ce que vous obtiendrez est un éclat de rire. Et il rit tout en se remplissant les poches. Vous pouvez tout acheter sur Amazon.com. Des livres, de la musique, des chaussures, des vêtements au char d'assaut ou à la hutte Kitty. C'est le détaillant en ligne le plus prospère du monde. Et encore aujourd'hui, il est dirigé par l'homme qui l'a créé en 1994, Jeff Bezos. Jeff semble avoir compris que le fait d'être le seul endroit où le consommateur peut trouver et acheter pratiquement tout ce qui est possible d'avoir sur le marché de la vente au détail est essentiel à la stratégie de développement de l'entreprise. L'image publique de Jeff Bezos est celle d'un super-héros entrepreneur. Ce qui est vrai. Si vous observez sa vie depuis le départ, vous verrez qu'il a pris des risques, a résolu des problèmes et a engrangé des milliards de dollars. Plus discret en privé qu'en public, Bezos a refusé de se prêter au jeu de ce programme. Jeffrey Preston Bezos est né le 12 janvier 1964 à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, de Jackie Guys, une lycéenne de 17 ans. Guys a divorcé de son père biologique, a épousé Miguel Bezos, un immigrant cubain et ingénieur pétrolier travaillant pour Exxon. Ce dernier a adopté Bezos, alors âgé de 4 ans, en 1968. Lors d'une interview accordée en 2001 à l'Academy of Achievement, Bezos a évoqué ses premiers pas en informatique. Une entreprise de Houston avait prêté un ordinateur Central Access à cette petite école primaire. Aucun des enseignants ne savait comment l'utiliser. Mais comme il y avait une pile de manuels, d'autres enfants et moi sommes restés après les classes apprendre comment les faire fonctionner. Jeune adolescent, Bezos lance alors sa première entreprise sérieuse, un camp d'été chez lui, spécialisé dans les sciences et la littérature. 5 étudiants s'y sont inscrits, à raison de $150 par personne. En 1986, il est diplômé de l'université de Princeton, summa cum laude, et obtient une licence en génie électrique et informatique. Nicholas Carlson, rédacteur en chef adjoint de BusinessInsider.com, suit l'évolution d'Amazon depuis 6 ans. En fait, Jeff Bezos a été recruté par le hedge fund de D.E. Shaw, sauf qu'il ne souhaitait pas travailler dans la finance, mais plutôt dans la programmation informatique. Toutefois, D.E. Shaw étant un programmateur informatique, son hedge fund s'appuie sur des algorithmes avec le même type de technologie qui intéresse Jeff Bezos. Et ce n'est pas la seule chose qu'il a trouvée intéressante. Il est tombé sur ces données statistiques qui l'ont stupéfié. Il a découvert qu'Internet connaissait une croissance annuelle de 2300%, et ce chiffre l'a obsédé. En étudiant les 20 plus grandes entreprises de vente par correspondance, Bezos a vu une opportunité en ligne. Chris Anderson est l'ancien rédacteur en chef du magazine Wired. Il avait compris qu'un tsunami technologique était sur le point d'arriver, que cela allait désintermédier, créer de nouveaux canaux de distribution, réinitialiser l'économie et changer notre manière d'acheter et de vendre. Restait plus qu'à savoir dans quel domaine l'appliquer. La réponse était les livres, un produit sur lequel il n'existait pas de catalogue complet. En juillet 1994, il quitte son emploi stable à Wall Street pour poursuivre son rêve, celui de créer l'une des premières librairies en ligne au monde. Ses premiers investisseurs furent ses parents, dont il parla lors de l'interview accordée à l'Academy of Achievement. La première question de mon père fut « Qu'est-ce qu'Internet ?» Il ne pariait pas sur cette entreprise ou ce concept, mais sur son fils. Au cours de l'été 1994, Jeff Bezos et sa femme Mackenzie se rendent dans l'État de Washington, munis de $300,000 offerts par ses parents. Esther Dyson, entrepreneuse et experte en technologie, est la présidente de la société d'investissement Adventure Holdings. Beaucoup de gens abandonnent Wall Street pour essayer de créer leur start-up. Mais Jeff était différent.
Il avait une solide expérience en affaires et à Wall Street, il a donc réussi à créer quelque chose d'extraordinaire. Bezos et sa femme s'installent à Bellevue, dans l'État de Washington, et embauchent 2 programmeurs pour écrire le code. Une histoire qu'il relatera lors d'un discours prononcé au Lake Forest College en 1998. Nous avons trouvé une maison dans laquelle nous avons pu aménager notre première entreprise. Elle disposait d'un garage et cela nous a semblé être la bonne chose à faire, du moment qu'il y a une histoire de start-up et de garage. Ce n'était pas tout à fait légal car il s'agissait d'un garage qui avait été converti et qui était fermé, mais pour moi, c'était un peu légal parce qu'il n'était pas isolé. Les bureaux n'étaient pas impressionnants. Il baptise la société Amazon en référence à cet interminable fleuve d'Amérique du Sud et à ses innombrables affluents. Le 16 juillet 1995, Amazon.com ouvre ses portes virtuelles au public. James Marcus, alors employé numéro 55, avait été recruté pour rédiger des critiques de livres pour le site, ce qui se résumait à une liste de titres. Lorsque j'ai consulté le site pour voir si c'était une entreprise pour laquelle je pourrais travailler, j'ai découvert qu'il était assez rudimentaire. Il y avait une page d'accueil avec un mélange électrique de livres, et ce qui m'a le plus marqué est qu'il y avait un énorme catalogue avec probablement des centaines de milliers de livres à ce moment-là. Mais il était dépourvu de contenu. Le tout nouveau site ne disposait d'aucun budget publicitaire. Les premières ventes n'ont été réalisées que grâce au bouche à oreille. Keith Terry est directeur général chez Goldman Sachs. Dès ses débuts, Amazon s'est distingué des autres entreprises. La société n'était pas établie dans la Silicon Valley, mais à Seattle, et était loin du battage médiatique qui entourait tout le secteur. Aucun communiqué de presse n'était publié au quotidien. Le site se développe. En l'espace d'un mois, des livres sont vendus à des clients issus des 50 États américains et 45 autres pays. La particularité d'Amazon était que Jeff la dirigeait correctement. Il était organisé et maîtrisait la distribution. Il savait comment inciter les gens à acheter. Bref, il avait preuve d'un grand souci du détail. L'objectif de Jeff Bezos quant au développement de son entreprise peut se résumer en une seule phrase. Devenir plus grand rapidement est à la fois un mantra et une stratégie pour Jeff Bezos. Tout devait être sous stéroïdes, de même que le développement de l'entreprise. Eric Best a été directeur du développement commercial chez Amazon de 1999 à 2001. Il y avait vraiment une urgence à s'emparer des parts de marché de l'e-commerce. Cette approbation d'Internet qu'on observe actuellement. C'était genre comment imposer la marque Amazon et développer l'ensemble de ses activités au détriment des concurrents, et ce, dans un délai très court. Une stratégie qui s'est avérée payante puisqu'à la fin de l'année 1996, le chiffre d'affaires de l'entreprise atteint 15,7 millions de dollars. Les gains ont été multipliés par la capacité d'Amazon à proposer des achats hors taxes à la plupart de ses consommateurs en ligne. Ce qui nous différencie, c'est le vaste choix, le côté pratique. Nous livrons directement sur votre table. Et aussi le fait que nous sommes les plus grands discounters du monde. Nous proposons des réductions sur plus de 300 000 livres, essentiellement des best-sellers. C'est 2 fois plus que ce que propose la plus grande librairie physique. Cependant, les premiers investisseurs étaient contrariés. L'augmentation des ventes s'était faite sans profit, alors qu'Amazon avait dépensé des millions pour développer des logiciels et étendre ses activités. L'entreprise a pris beaucoup de risques à ses débuts. Beaucoup de gens se demandaient si c'était ou non la bonne chose à faire. Mais il est facile aujourd'hui de regarder en arrière et de se dire qu'Amazon avait besoin de ce capital et que des investissements à ce rythme étaient nécessaires pour lui permettre de croître autant qu'elle l'a fait jusqu'à présent. Cela n'a pas toujours été évident dès le départ. Ce qui était clair, c'est que rien ne pouvait arrêter Bezos. Il a tenu le rythme et s'est attelé à l'introduction en bourse d'Amazon. L'idée était qu'il ne fallait en aucun cas se reposer sur ses lauriers. On devait sans cesse innover et devancer la concurrence sans jamais se relâcher, ne serait-ce qu'une milliseconde. Le 15 mai 1997, les actions ont commencé à se négocier à la bourse de Nasdaq à 29,25 $ l'action, soit presque 12 $ de plus que le prix d'offre. L'entrée en bourse a été un véritable événement. Des fêtes ont été organisées dans l'ensemble de l'entreprise. Jeff s'est adressé à nous par haut-parleur depuis New York. Il nous a dit au téléphone que nous étions entrés dans l'histoire aujourd'hui. Vous êtes tous entrés dans l'histoire aujourd'hui. C'était très excitant. Malgré l'accueil favorable réservé à cette entrée en bourse, les analystes en technologie n'ont pas manqué de dresser un bilan plutôt mitigé de l'entreprise. Tim O'Reilly est le fondateur et le PDG d'O'Reilly Media. Chacun se souvient de ces articles qui annonçaient qu'Amazon allait bientôt sombrer.
Les gens examinaient de près les résultats financiers de l'entreprise et disaient qu'elle ne serait jamais rentable. Beaucoup aussi s'y sont opposés. Les ingénieurs de l'entreprise travaillent d'arrache-pied à la mise à jour du site et intègrent des fonctionnalités comme l'achat en un clic. À la fin de l'année 1997, la valeur des actions d'Amazon a presque triplé. Jeff nous demandait de ne pas prêter attention au cours de l'action. Il était persuadé qu'à long terme, sa valeur augmenterait encore et encore, mais estimait qu'à court terme, c'était trop dangereux de s'y fier. Amazon poursuit son expansion frénétique, en embauchant plus de 7000 personnes et en étoffant sa gamme de produits. Il était question de pratiquement tout ce qui était possible de vendre. Épicerie, soins de santé, forfaits et téléphones cellulaires, magazines, quincailleries, tuyaux d'arrosage et jouets. L'élargissement de la gamme de produits et le volume de vente élevé ont porté leurs fruits, tant pour Amazon.com que pour Bezos. Le 20 décembre 1999, il est nommé personnalité de l'année par le magazine Time. Cela a fait pleurer ma mère. Mes parents ont toujours été fiers, c'est très plaisant. Est-ce que c'était là la légitimation ultime de son rêve de conquérir le monde à travers le commerce électronique? Vous avez sans doute parcouru le magazine et vu Jeff habillé en Indiana Jones se balançant sur une vigne. Cela faisait de lui un héros populaire américain, d'une certaine manière, comme si Paul Bunyan se trouvait dans le bureau au bout du couloir. Bezos était au sommet de son art, mais un désastre majeur était sur le point d'arriver. À la fin des années 90, Amazon.com est encore un géant du commerce en ligne. Mais en 2000, la bulle Internet explose. Le cours des actions s'effondre et Jeff Bezos est contraint de prendre des mesures drastiques. Il y a eu au moins 2 vagues de licenciements. Et comme souvent dans ce genre de situation, on ne sait pas qui va partir. Vous vous recroquevillez dans votre bureau et attendez que l'agent des ressources humaines vous pointe du doigt. C'est pénible de voir ses collègues partir. Dans un contexte de ralentissement économique et de forte baisse de la confiance des consommateurs, c'était l'unique sage décision à prendre. En septembre 2001, les actions de la société atteignent leur niveau le plus bas et s'effondrent à 5,97 $ chacune. En quelques nanosecondes, l'entreprise est passée de vedette à bouc émissaire. Ce n'est pas le genre d'action que l'on détient tranquillement quand on est un petit investisseur. Je pense d'ailleurs que c'est le cas de toutes les actions de l'Internet. L'avantage dont disposait Amazon, c'est qu'elle s'était constituée, pour ainsi dire, d'un trésor de guerre dans son bilan, avec des liquidités qui lui permettaient de faire face à tout ça. Jeff Bezos a fait des paris qui n'ont pas toujours été payants. L'entreprise à ses débuts n'a engrangé aucun bénéfice pendant de nombreuses années. La raison pour laquelle Jeff Bezos en est sorti et en a profité pendant longtemps est qu'il a toujours été très direct avec ses employés et les parties prenantes de l'entreprise. Le 22 janvier, ces paris commencent enfin à porter leurs fruits. Le cours de l'action d'Amazon rebondit et la société réalise ce qu'elle n'avait pas fait depuis 7 ans, enregistrer des bénéfices. La meilleure chose que je puisse dire de lui est qu'il était d'une confiance inébranlable. Il avait une vision d'ensemble et pour lui, les sceptiques étaient des adeptes du court terme. Il ne voyait pas la situation dans son ensemble. Lui, il s'en tenait à sa vision. Après que la bulle Internet a éclaté, les investisseurs faisaient preuve de très peu de patience à l'égard des entreprises qui s'apprêtaient à faire de gros investissements et à développer le volet .com de leurs activités. Amazon en a profité pour s'associer à Target, Toys R Us, Gap et d'autres détaillants traditionnels. Le géant du commerce de détail en ligne s'est associé à plus de 400 détaillants, mais tous n'étaient pas des partenaires consentants. Je connais de nombreux cas où il a racheté des entreprises pour éliminer la concurrence, d'éventuels futurs concurrents, plutôt que parce qu'il voulait vraiment en assurer la pérennité. Une fois son entreprise remise sur les rails, Bezos passe à la vitesse supérieure et se consacre à une passion bien différente. Le 6 mars 2003, il affrète un hélicoptère pour rechercher des propriétés dans une région reculée du sud-ouest du Texas. Il souhaite acquérir des ranchs pour une entreprise créée en 2000, Blue Origin. Blue Origin est une entreprise technologique qui a pour but de développer des fusées à décollage et atterrissage verticaux pour les vols spatiaux habités. Mais le voyage a failli être un désastre. Peu après le décollage, l'hélicoptère s'est renversé et a atterri dans le lit d'une rivière. En 2003, Jeff Bezos a failli mourir dans un accident d'hélicoptère. On aurait dit que c'était devenu une sorte d'habitude pour lui.
Il pouvait passer par un moment difficile, comme l'effondrement d'un site internet, et la minute d'après en parler avec philosophie et en rire de son rire si célèbre. Contrairement aux autres programmes d'exploration spatiale financés par des bailleurs de fonds privés tels qu'Elon Musk, Richard Branson et John Carmack, Jeff Bezos tient absolument à garder secret les efforts qu'il déploie dans le cadre de Blue Origin. Openly competing and they try and position themselves against one another and the market's visible, they compete for money, they compete for people and so forth. Après 6 ans de travail à huis clos, l'étrange fusée d'essai de Blue Origin décolle enfin. Bezos est alors prêt à se lancer dans un autre projet révolutionnaire, plus proche de chez lui. L'industrie du livre avait besoin d'être considérablement développée. C'était l'occasion d'augmenter les prix et de redéfinir la notion de livre. Mais pour cela, il fallait quelqu'un de suffisamment puissant, avec du matériel, des logiciels et une intégration web de bout en bout. Et qui de mieux qu'Amazon pour le faire? Le 19 novembre 2007, Jeff Bezos participe au Charlie Rose Show et annonce la sortie d'un nouveau produit révolutionnaire. Je tiens entre mes mains le produit dont nous parlons, le Kindle. Dites-moi à quel moment vous est venue l'idée de rendre ceci possible. Nous nous sommes rendus compte qu'il existait des technologies convergentes que nous pouvions, avec la bonne recette, combiner pour créer quelque chose qui, nous l'espérions, révolutionnerait le monde de la lecture électronique. Le Kindle connaît un succès immédiat. Amazon a mis sur le marché ce produit qui ôte beaucoup de plaisir esthétique que l'on éprouve à lire des livres. Impossible désormais de sentir les pages et de lire des livres jusqu'à les écorner. Toutefois, aujourd'hui, ces amateurs de livres qui craignaient de se le procurer adorent le Kindle. Facturé à 399 $, le lecteur électronique se vend dans tout le pays en moins de 5h30 à peine. Le nombre de Kindle vendus reste néanmoins un secret bien gardé. Le porte-parole de l'entreprise a déclaré que celle-ci avait choisi de ne pas divulguer ce chiffre. Jen Friedman est l'ancienne PDG de HarperCollins et la cofondatrice d'Open Road Integrated Media. Personne ne sait à ce jour combien de Kindle ont réellement été vendus. Chacun s'essaye à le deviner. Nous savons qu'il y en a des millions, mais combien de millions justement? Évidemment, tout ça est stratégique pour Amazon. C'est ce qu'ils font. Ils aiment garder beaucoup d'informations confidentielles. Mais pour les éditeurs, le Kindle, c'est la mort de l'industrie. Le futur du secteur de l'édition s'annonce sanglant, car les éditeurs n'auront pas pris conscience assez tôt de la concurrence que représente Amazon. Alors que le Kindle continue de faire des remous sur le marché du livre électronique, Amazon s'apprête à réaliser sa plus grande acquisition à ce jour. Tony Hsieh est le PDG de Zappos.com, le premier détaillant américain de chaussures en ligne. La première fois que j'ai rencontré Jeff Bezos en 2004, il nous avait contactés pour nous dire qu'il souhaitait acquérir Zappos. À l'époque, nous lui avions répondu que nous n'étions pas intéressés, car Zappos perdait en quelque sorte son identité. Hsieh hésite à vendre Amazon. Il nous a recontactés en nous disant qu'il était prêt à envisager les choses différemment, que nous pourrions rester indépendants. Nous nous sommes alors rendus compte qu'il pourrait être un excellent partenaire. Amazon rachète le célèbre détaillant de chaussures en ligne au cours de l'été 2009. Les investisseurs de Zappos reçoivent 10 millions d'actions d'Amazon, soit une valeur de près de 1,2 milliard de dollars lors de la finalisation de la transaction. Ils ont reçu des actions, ce qui, à ce stade, vaut mieux que de l'argent liquide. Cela montre que Jeff Bezos, en tant que patron d'Amazon, est quelqu'un qui, certes, est capable d'écraser la concurrence quand il le faut, mais est tout aussi disposé à jouer le jeu et à négocier pour obtenir ce qu'il veut, et ceci en enrichissant tout le monde au passage. Il avait trouvé chaussure à son pied. Cependant, sa vache à lait, le Kindle, était sur le point de subir une concurrence très sérieuse de la part d'un géant de la technologie, l'iPad. Le 27 janvier 2010, Apple a lancé l'iPad, un dispositif de lecture électronique également. Bezos réagit agressivement en réduisant les coûts et en ajoutant de nouvelles fonctionnalités à sa liseuse électronique. L'une des choses que Bezos a toujours su faire en dirigeant Amazon, c'est de jouer avec des marges très serrées. En baissant le prix du Kindle, Bezos reconnaît que le véritable enjeu à long terme pour Amazon est d'être l'endroit où tout le monde achète ses livres électroniques. Et le Kindle n'est qu'un moyen d'y parvenir.
Le développement fulgurant qu'a connu le marché du livre électronique a ébranlé les magasins traditionnels. Amazon est entré en scène et a concurrencé les détaillants traditionnels en devenant le détaillant électronique. Tout le monde coexistait en fait. Borders, et c'est de là qu'est peut-être venue sa perte, a réalisé toutes ses ventes numériques par l'intermédiaire d'Amazon. Si la société avait établi sa propre présence, les choses auraient pu être très différentes aujourd'hui. Selon Author Guild, Amazon achetait des livres aux éditeurs au prix de gros, soit 12 ou 13 $, puis les revendait sous forme de livres Kindle à 9,99 $, ce qui lui faisait perdre de l'argent à chaque fois. L'auteur de best-seller, John Grisham, s'est insurgé contre le modèle tarifaire d'Amazon. Nous allons arriver à un point où un livre ne vaudra plus que 10 $. Qu'il s'agisse d'un livre relié vendu à prix réduit sur Amazon ou d'un livre électronique vendu par Amazon sur Kindle. Si nous passons à 10 $, c'est tout le secteur qui changera d'un coup. Nous allons perdre des éditeurs et des librairies, d'autres y ont vu une occasion. Il suffit de penser à tous ces auteurs qui ont pu, grâce au Kindle, développer une relation directe avec ses lecteurs. Ce qui n'avait jamais été le cas jusqu'à présent. C'est là toute la différence d'Amazon, qu'il ait été capable de créer ce pont entre les lecteurs et les auteurs. C'est inédit. Borders Books fait faillite et Barnes & Noble, la plus grande chaîne de librairies, est en difficulté. En 2011, Amazon.com va au-delà du marché de la vente au détail et entre dans l'arène du streaming vidéo. L'entreprise se retrouve en concurrence directe avec Netflix. Andrew Wallenstein est rédacteur TV pour le magazine Variety. Je pense qu'à la place de Netflix, vous considéreriez Amazon comme un concurrent à part entière. Amazon a beaucoup d'influence en ligne et les moyens d'acheter autant de contenu que possible. Ils n'en sont qu'au début de cette initiative. Mais avec le temps, Amazon pourrait devenir tout aussi grand que Netflix. Le géant du commerce électronique doit également faire face à des efforts croissants pour mettre un terme à ses ventes en ligne non taxées. En effet, plusieurs États exigent désormais d'Amazon qu'elle applique la taxe locale sur les ventes, mais Jeff Bezos reste imperturbable et maintient le cap. Jeff Bezos est un touche-à-tout. Il propose des vidéos en streaming en concurrence avec Netflix. Il propose également de la musique en concurrence avec Apple et iTunes. Il vend même des applications Android dans un magasin d'applications Amazon.com en concurrence directe avec Google. Partout où il voit une opportunité pour Amazon de gagner un peu d'argent et d'améliorer ses marges, qui sont déjà très faibles, il s'y intéresse. Aller de l'avant l'a conduit jusqu'ici. Son projet spatial va encore plus loin. En avril 2011, la NASA octroie 22 millions de $ à Blue Origin pour poursuivre la conception de son véhicule spatial. Bloomberg le classe au 20e rang des personnes les plus riches du monde, avec une valeur nette estimée à 25 milliards de $. Amazon.com reste le plus grand détaillant en ligne au monde. Ce n'est pas seulement un visionnaire, c'est un architecte avec des plans et une certaine idée de la manière de faire fonctionner les choses. Il est très attentif à la conception, à l'organisation et à l'opérationnalité des choses. Tout ce qui fait d'un visionnaire un vrai réalisateur. Il aurait pu revendre Amazon à Barnes & Noble ou à d'autres librairies et repartir avec plusieurs millions de dollars comme à l'aube de ses 30 ans. Mais depuis, il ne cesse d'aller de bonnes idées en bonnes idées. Ce n'est pas un PDG implacable. C'est quelqu'un qui a une idée assez précise de la façon dont il veut construire cette entreprise et qui parvient à s'entourer de personnes qui adhèrent à cette idée. C'est pour moi, en fin de compte, l'une des raisons de son succès. Reed Hastings semble aussi coriace que ses DVD. C'est pratiquement indestructible. Il a révolutionné le monde du cinéma, de la télévision et du câble 2 fois. Nous louons des DVD à un prix fixe, c'est très facile. Il est l'un de ceux qui ont fait disparaître les vidéoclubs. Nous n'aurions rien voulu de mieux que d'enterrer Netflix. Il a défié ses détracteurs et a misé sur les films par courrier, alors que les DVD n'étaient encore qu'une nouveauté. La plupart des investisseurs étaient convaincus que Netflix n'était qu'un autre .com, qu'il ne s'agissait que d'une petite idée de niche, que les gens ne s'y abonneraient pas et que la société ne décollerait jamais. Netflix a décollé et a volé pendant 12 ans. Sa valeur a atteint les 12 milliards de dollars avant que des chutes spectaculaires n'enrayent sa croissance.
J'ai entendu des personnes dire qu'elles avaient l'impression que des extraterrestres avaient pris possession de leur corps. Hastings tient à rétablir sa réputation et celle de son entreprise. Il avait le look typique d'un cadre de la Silicon Valley, très discret. Mais on sentait qu'il est de ceux qui gagnent. Il y a 12 ans, lorsque nous lancions Netflix, Internet était encore un réseau commuté AOL. Mais nous nous sommes rendus compte que les réseaux allaient se développer. Et vous savez ce qui va se passer? Toutes les vidéos vont devenir des vidéos Internet accessibles en un clic. Reed Hastings a fait carrière en anticipant l'avenir, d'abord avec un logiciel, puis un simple DVD et un timbre de 32 cents. Personne n'est plus motivé que Reed Hastings. Il est toujours en train de réfléchir à de nouveaux changements stratégiques à opérer. C'est une personne hyper concentrée, innovante et intelligente, à des années-lumière de la réalité. Il fait partie de ces personnes qui n'aiment pas beaucoup parler d'elles, mais qui estiment que leurs actions témoignent de leur capacité à créer des entreprises de qualité. Fidèle à lui-même, il a refusé de parler de lui dans le cadre de ce programme. Monsieur Hastings est né à Boston, dans l'État de Massachusetts, en 1960 et a grandi dans la banlieue de Belmont. L'ancien gouverneur Gray Davis est un ami de Hastings. Il est issu de la classe moyenne. Son père, avocat, n'était pas très riche. C'est grâce à ses études qu'il a réussi. Il obtient notamment une licence au Bowdoin College, dans le Maine. Durant un été, il participe à un programme de formation pour les Marines américains, mais se rend compte que l'armée n'est pas faite pour lui. Il rejoint alors le Corps de la paix, où il enseigne pendant 2 ans, puis traverse l'Afrique en autostop avec $10 en poche. L'enseignement l'a inspiré, comme il le raconte dans cette interview de 2005 à Cherry Rose. Je suis devenu professeur de mathématiques dans un lycée. À ma sortie de l'université, dans le cadre du Corps de la paix au Swaziland. J'adore enseigner. C'était une expérience fantastique. De retour aux États-Unis, il obtient une maîtrise en informatique à Stanford et décroche un emploi dans une société de technologie appelée Adaptive Corporation. Mark Box est un investisseur en start-up qui a rencontré Hastings à l'aube d'une nouvelle ère dans la programmation informatique. Jusqu'à présent, tous les programmes créés ont été réfléchis par une seule personne. Aujourd'hui, il faut 2, 3, 5 ou 10 personnes pour écrire un programme. Dès que ça arrive, il y a des problèmes de coordination entre les personnes, ce qui crée beaucoup d'erreurs. Hastings pense pouvoir corriger les erreurs. Il écrit un programme et crée avec Mark Box une société appelée Pure Software. Comme tout perfectionniste, il veut embaucher les meilleurs et fait tout ce qu'il faut pour les obtenir. Aki Fujimura était alors un gestionnaire de logiciels chevronné chez Cadence Design Systems. Je n'avais aucune envie de quitter l'entreprise dans laquelle je travaillais, mais il est venu à mon appartement avec un pack de 6 bières et nous avons commencé à discuter. C'est typiquement son style. Audrey McLan est l'un des premiers investisseurs d'Hastings et un membre du conseil d'administration. Une fois que nous sommes lancés, il a été impossible de nous arrêter. La société a doublé d'année en année pendant 4 années consécutives. C'est une véritable fusée. En 1995, Pure Software atteint le saint graal des 90 startups qui sont entrées en bourse. Le jour de l'ouverture, l'action a bondi de 75%. C'était très excitant. En fait, c'était l'introduction en bourse la plus réussie de 1995 pendant une semaine. La semaine suivante, Netscape a également fait son entrée en bourse et a éclipsé notre succès. Ce succès permet à Hastings de figurer en première page de USA Today, devant sa nouvelle Porsche Carrera flamboyante. Une photo qu'il regrettera par la suite. Cliff Edwards est rédacteur spécialisé dans les technologies pour Bloomberg Businessweek. Je pense qu'il a eu l'impression que cette photo le dépeignait comme un riche petit prodige qui vivait un rêve, alors qu'en fait, il voulait vraiment montrer que c'était une entreprise dont il prenait grand soin et à laquelle il consacrait toute sa vie. 2 ans plus tard, il vend l'entreprise pour 750 millions de dollars et s'oriente dans une direction très différente. Michael Kirst est professeur émérité de sciences à l'éducation de l'université de Stanford. J'ai reçu un appel d'un certain Reed Hastings, dont je n'avais jamais entendu parler, qui m'a dit qu'il voulait venir à Stanford pour étudier les politiques de l'éducation et de l'État. Je n'ai pas vraiment compris pourquoi il s'y intéressait, car cela ne correspondait à rien dans son CV. Pour Hastings, c'est un nouveau départ.
Pendant 6 mois, il étudie avec acharnement, puis se rend dans la capitale de l'État pour plaider en faveur d'un nouveau genre d'école en Californie. Il a réussi à créer l'une des premières lois sur les écoles à charte du pays, ce qui a permis d'innover et de faire intervenir de nouveaux opérateurs. C'était un concept complètement nouveau pour la Californie. Pour Hastings aussi, c'est un nouveau concept. C'est à la suite d'un désagrément familier que Reed Hastings décide en 1997 de réinventer un secteur d'activité. Il se souvient des pénalités de retard de 40 $ qu'il a dû payer pour la location d'un film dans cette interview accordée à Charlie Rose en 2005. Je me souviens que je ne voulais pas en parler à ma femme. J'ai pensé que j'allais compromettre la stabilité de mon mariage pour des pénalités de retard. Finalement, je lui en ai parlé, car je me suis dit que je ne devais pas être le seul à être confronté à ce genre de problème. Ça m'a fait réfléchir au sujet de l'Internet et des DVD et à la façon dont on pourrait fonctionner sans pénalité de retard. Le chiffre d'affaires de l'industrie de la location de films était d'environ 8 milliards de dollars par an et la quasi-totalité provenait du format dominant de l'époque, les cassettes VHS. Hastings y voit l'occasion de créer un nouveau format et une nouvelle activité surprenante, les DVD par courrier. Mais avant tout, il doit vérifier si les disques peuvent survivre à l'envoi postal aux États-Unis. J'ai emballé un tas de CD. Il n'était pas possible d'acheter des DVD. Je me les suis envoyés par la poste. Puis j'ai dû attendre 24 heures pour les voir revenir à la maison, pour voir comment ils seraient réduits en miettes, tout comme mon idée. Le lendemain, à 15 heures, le facteur arrive, j'ouvre les enveloppes et la première est en bon état. La seconde aussi, ainsi que la troisième. Je me suis dit, ce truc va marcher. En 1998, M. Hastings lance Netflix, la première boutique en ligne de location de DVD. L'actuel président de Redbox, Mitch Lowe, était l'un des cofondateurs. On a démarré dans une vieille banque. Notre stock se trouvait dans l'ancienne salle des coffres. Nous étions 7 ou 8 personnes. Tout le monde avait pour objectif de trouver un moyen de perturber le secteur du divertissement. Ils s'approvisionnent en DVD auprès de détaillants comme Best Buy, mais il subsiste un problème. Moins d'un ménage sur 100 possédait un lecteur DVD. Il coûtait près de 600 $ et personne ne savait quand il deviendrait plus abordable. Il a tout misé sur les DVD. Et s'il n'y avait pas de DVD, la société ne gagnait rien. Tout était zéro. Blockbuster et Hollywood Video dominent le secteur avec des milliers de commerces de détail dans presque tous les quartiers. Si Hastings voulait être compétitif, il devait offrir une meilleure expérience à ses clients. Il innove donc en proposant un service d'abonnement facile à utiliser. Moyennant un abonnement mensuel, les membres pouvaient regarder autant de films qu'ils le souhaitaient sans pénalité de retard. Il s'est rendu compte que revendre à chaque fois aux clients n'était pas judicieux pour une transaction à 3 $. Il a fini par convaincre la société d'adopter le modèle de l'abonnement et cela a tout changé pour lui. Ce changement est dû à 2 fonctionnalités populaires. La file d'attente, une liste de films souhaités par l'utilisateur, et les recommandations générées par ordinateur, qui sont étonnamment précises. Michael Pachter couvre Netflix depuis 10 ans en tant qu'analyste chez Wedbush Securities. Le mécanisme de traitement des commandes et l'interface de commande sur Internet étaient innovants, de même que le moteur de recommandation et la file d'attente. Netflix a prospéré rapidement parce que la société était la première à comprendre tous ces aspects. Malgré toutes ces innovations, Netflix est presque absent du paysage. Son chiffre d'affaires de 5 millions au début de l'année 2000 est occulté par les 4,5 milliards de Blockbuster, soit 900 fois la taille de Netflix. Dans un geste audacieux et intelligent, Hastings va chercher de l'aide auprès de son plus grand concurrent. Tout le monde aimait Blockbuster, c'était l'enfant chéri. Netflix, lui, était en quelque sorte l'horrible fils adultérin qui vient d'arriver. Tout le monde pensait qu'il ne mettrait pas long feu, qu'il n'avait pas d'avenir. Nous avions des difficultés à acquérir des clients et Blockbusters était pour nous la plus grande source de clientèle pour la location. Nous avons donc pris contact avec la société et lui avons proposé de devenir un partenaire stratégique et un actionnaire. Blockbuster, le géant du divertissement, trouve cela amusant. John Antioco était PDG de Blockbusters depuis 3 ans lorsque Netflix fait appel à elle. Nous nous sommes dit que si nous voulions nous lancer dans ce secteur, nous ne devions pas céder les droits Internet à une autre société pour 1 ou 2 points de pourcentage. Raison pour laquelle nous avons continué d'évaluer la possibilité.
Netflix a eu beaucoup de chance que Blockbuster, ce géant endormi de l'époque, n'ait rien fait. Reed est un gentleman. Si c'était un autre PDG de chez Netflix, un peu plus arrogant ou un peu plus effronté, Blockbuster aurait pu être incité à entrer en concurrence. Il n'y avait pas vraiment de raison de faire concurrence. À la fin des années 2000, Netflix perd de l'argent. Ses pertes grimpent en flèche et atteignent les 57 millions de dollars. Ça ressemblait à une autre idée de .com, comme eToys. La plupart des investisseurs étaient convaincus que Netflix n'était qu'une idée de niche, que les gens ne s'y abonneraient pas et que la société ne décollerait jamais. Alors que Netflix se bat pour devenir rentable en 2000, Reed Hastings fait à nouveau quelque chose d'inattendu. Il accepte un poste supplémentaire au sein du California State Board of Education. Ceux d'entre vous qui ont essayé de faire évoluer les grandes organisations savent que la moitié de la bataille consiste à les mettre sur la bonne voie et la seconde à les maintenir sur cette voie. Il est nommé par le gouverneur de l'époque, Gray Davis. Si je me retrouvais un jour dans un trou de renard, j'aimerais voir Reed Hastings avec moi, car nous discuterions de la prochaine réunion du conseil d'administration de l'école. Nous nous disputerions sur la décision à prendre. Une fois que nous parvenions à une décision, il y allait et s'y tenait. Il a ainsi obtenu que des réformes soient mises en place. Netflix, de son côté, était loin d'être sur les rails et fonçait vers le déclin des .com. Les puissances sont tombées. Selon une étude récente de Morgan Stanley Dean Witter, la valeur moyenne d'une action Internet a baissé de 2/3 par rapport à son plus haut niveau en 52 semaines. Netflix, qui projette depuis longtemps de s'introduire en bourse, dépose des documents préliminaires alors que le marché s'effondre. Nous avons dû faire face à de nombreux obstacles. Lors de la première tentative d'introduction en bourse, la bulle Internet venait d'exploser. On pensait que les entreprises en ligne n'avaient rien de concret. Il y avait la peur de l'anthrax, puis le 11 septembre, c'était la parfaite conjonction de tout ce qui allait de travers. Hastings annule l'introduction en bourse. En octobre 2001, Netflix a été obligé de licencier un tiers de ses effectifs. L'entreprise est au bord du gouffre. Entre 1999 et 2002, Netflix aurait pu sombrer à tout moment s'il avait eu un concurrent sérieux. À la fin de l'année, la chance sourit enfin à Hastings. Le prix des lecteurs DVD chute et Hastings glisse un coupon pour un essai gratuit de Netflix dans presque tous les nouveaux boîtiers. Les affaires décollent. L'entreprise remise sur les rails, l'introduction en bourse tant retardée devient une réalité. En 2002, Netflix entre en bourse. Le premier jour, l'action grimpe de 12%, soit 16,75 $. Mais il s'agit là d'une arme à double tranchant. Heath Terry, directeur général de la recherche Internet chez Canadore Genuity, suit Netflix. L'entrée en bourse a suscité beaucoup d'attention, non seulement de la part des consommateurs, mais aussi de la part des concurrents. Ils allaient maintenant devoir faire face à une concurrence assez significative de la part d'entreprises comme Walmart et d'acteurs bien implantés comme Blockbuster. Walmart lance son service concurrent en 2003. Un an plus tard, Blockbuster aussi. Au départ, nous avons lancé notre service un peu de la même manière que Netflix, c'est-à-dire en offrant un essai gratuit. L'un des plus beaux mots de la langue est « gratuit ». Cela nous a permis d'atteindre une croissance raisonnable. Le tarif mensuel de Blockbuster est inférieur à 2 $ de celui de Netflix, ce qui déclenche une véritable guerre des prix. Netflix baisse ses prix, Blockbuster riposte et Walmart aussi. Blockbuster coupe alors dans le vif. Lors d'une conférence téléphonique sur les résultats de fin d'année, Hastings déclare « Blockbuster nous a tout balancé, sauf l'évier de cuisine ». Très honnêtement, j'étais assis dans mon bureau avec quelques membres clés de notre équipe de direction et j'écoutais la conférence téléphonique. Quelqu'un a dit « Pourquoi ne pas leur envoyer un évier de cuisine ?» J'ai répondu « Bonne idée ». Le lendemain, nous leur en expédions un. La rivalité était alors définitivement établie. Cette concurrence féroce sur plusieurs fronts fait des ravages. Le cours de l'action Netflix chute de 75%. L'analyste Michael Pachter déclara que Netflix est un tas de merde sans valeur dirigé par des personnes très sympathiques. J'étais convaincu que Blockbuster serait un concurrent efficace. Si elle était déterminée à conserver ses clients, Netflix disparaîtrait. Hastings ne se laisse pas abattre sans se battre. Il sacrifie ses bénéfices pour repousser la concurrence et maintenir la croissance de l'entreprise.
cela devient une guerre d'usure. La plupart des gens pensaient que Netflix n'allait jamais pouvoir survivre à un tel niveau de concurrence et que Blockbuster et Walmart réduiraient ses profits. Selon moi, ces deux entreprises ont rapidement compris que ce secteur était beaucoup plus difficile qu'elles ne le pensaient. Alors que la bataille avec Blockbuster et Walmart fait rage, Reed Hastings subit un revers personnel. Pendant 4 ans, il s'est fait le champion de la réforme des écoles publiques au sein du California State Board of Education. Mais lorsqu'il réclame davantage de programmes en anglais et bilingue, il est évincé par des représentants démocrates. Cela a été un coup dur pour lui. C'était surprenant, voire humiliant, je pense, d'être rejeté par son propre parti politique. Mais il a dit « Si c'est pour cette raison que vous voulez m'exclure du conseil, alors je pars fièrement la tête haute. » Hastings se concentre sur la bataille que mène son entreprise sur le marché des DVD par courrier. Au milieu de l'année 2005, le vent commence à tourner. Walmart se retire, cédant à Netflix ses clients de location en échange de la promotion de ses ventes. Blockbuster gagne des abonnés, mais perd des centaines de millions de dollars. C'était au tour de Hastings d'appeler quelqu'un de sympathique. Nous n'avons rien contre Blockbuster. Il y a des gens sympathiques chez eux. Notre objectif est d'offrir un meilleur service, de sorte que les consommateurs nous préfèrent à eux et qu'ils soient contraints de fermer. En 2007, lors du Festival du film de Sundance à Utah, Antioco déclare avoir été convié à une réunion privée avec Hastings afin d'étudier la possibilité d'un accord. Il souhaitait racheter Blockbuster en ligne. Nous lui avons plutôt proposé une fusion. Les discussions n'ont jamais dépassé ce stade en raison des préoccupations liées à la réglementation antitrust. En 2008, Antioco s'en va et Blockbuster renonce à ses activités en ligne. Ils ont perdu des centaines de millions de dollars en essayant de concurrencer Netflix et ils n'avaient tout simplement plus assez de liquidités pour continuer à rivaliser à ce niveau. On savait qu'à un moment ou à un autre, ils allaient devoir abandonner. Et c'est ce qui s'est passé en fin de compte. C'est un triomphe pour Netflix. Mais à peine Hastings s'était-il assuré le marché des films par courrier qu'il lance un nouveau service qui sonne le glas du DVD. Netflix livre son milliardième DVD en 2007. Hastings est alors prêt à réinventer son entreprise avec un service qui promet de rendre obsolètes les DVD par courrier. Le streaming vidéo en ligne. C'est ce qui était prévu dès la création de Netflix. Il aura fallu une décennie pour que cela arrive. S'il y a quelque chose sur lequel vous pouvez parier à coup sûr, c'est sur le fait que la technologie continuera à rendre la bande passante plus rapide et moins chère. La bande passante est peut-être moins chère, mais pas les émissions. Contrairement au DVD, Netflix doit obtenir une licence pour chaque film qu'il diffuse en continu, et les frais sont exorbitants. Andrew Wallenstein est rédacteur au Hollywood News Daily Variety. Le type de titre que Netflix commence à diffuser en continu était probablement le plus bas de gamme. Il s'agissait de films ou de programmes télévisés oubliés depuis longtemps. Ce n'était pas ce qu'il y avait de mieux. Je me souviens avoir fait un commentaire moqueur dans une note de recherche sur le fait que personne ne souhaitait voir Revenge of the Nerd 3, un film qui était sorti au début des années 90, en 2007. Et même si ce n'était pas le cas, Netflix ne pouvait diffuser en continu que sur un seul appareil, l'ordinateur personnel. Personne ne regarde de film sur son PC. Il va faire du streaming sur PC. On s'en fout. On s'est dit que c'était de la folie, qu'il était fou. Hastings propose donc aussi ce nouveau service à ses abonnés gratuitement. Lorsqu'il a ajouté que nous allions offrir ce service gratuitement, nous étions vraiment convaincus qu'il était cinglé. Il cherche à obtenir plus de contenu et ajoute 11 000 titres en moins de 2 ans. Il conclut enfin un accord révolutionnaire pour les films et les émissions de première diffusion. Il faut remonter quelques années en arrière pour retrouver cet accord conclu chez Starz, qui leur a permis d'obtenir de grands films des bibliothèques Sony et Disney. Il n'a été conclu que pour environ 20 millions de dollars, ce qui, rétrospectivement, était le vol de la décennie. Des accords sont ensuite passés avec de nombreux grands studios. J'ai le plaisir de vous présenter Reed Hastings, le PDG de Netflix. Le plus impressionnant, c'est la rapidité avec laquelle Netflix étend le monde du streaming aux gadgets de geeks. L'iPad a été un énorme succès pour nous. Et quasiment tous les systèmes de divertissement sur la planète. Le contenu et l'accès conduisent à une croissance phénoménale.
En 2011, le nombre d'abonnés a atteint 20 millions. Le chiffre d'affaires dépasse les 2 milliards de dollars et attire l'attention des Goliaths de l'industrie que sont Amazon, Apple, Google et Facebook. Ce sont tous des gorilles de 800 livres. C'est en quelque sorte le seuil critique pour Netflix. Si vous pensez à un moment où la pression aurait été plus forte, je n'en vois aucun. Étonnamment, la véritable pression pour Netflix ne vient pas de ces autres géants de la technologie, mais d'une série de blessures spectaculaires qu'elle s'est infligées elle-même. En juillet 2011, Netflix annonce qu'elle augmente son abonnement mensuel de 60%. Elle perd 800 000 abonnés. 2 mois plus tard, Hastings, contrit, présente ses excuses. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour m'excuser en personne. Il annonce ensuite que Netflix va scinder ses activités de DVD et de streaming. L'augmentation des prix est maintenue, mais le DVD par courrier devient une nouvelle marque, Kickster. L'opération tombe à plat. Les clients et les actionnaires continuent de déserter l'entreprise, se débarrassent de leur abonnement et de leurs actions. Netflix, désormais dans une spirale descendante, est contraint de faire marche arrière. Netflix pushing the rewind button today. The company coming out with a big flip-flop saying that Quickster is dead and that the DVD and streaming services are back under one umbrella. Now the reason for the reversal is simple. Customers just didn't like it. Hastings présente une fois de plus ses excuses pour avoir agi précipitamment. Quickster est devenu le symbole du manque d'écoute de Netflix et nous avons rapidement changé de cap. Nous allions nous en tenir au DVD en tant que partie intégrante de la marque Netflix. La chute est épique. Netflix perd près de 2/3 de sa valeur en 3 mois, soit 2,3 milliards en une seule journée. Et comme si cela ne suffisait pas, Netflix et Starz se séparent, privant Netflix des dernières sorties cinématographiques de Disney et de Sony et donnant l'impression que Netflix perdait du contenu à mesure qu'il augmentait ses prix. Hastings réagit rapidement et annonce de nouveaux accords de contenu avec DreamWorks Animation, Reality, AMC, CW et plusieurs autres. Malgré ces difficultés, Hastings affirme qu'il n'a jamais envisagé de démissionner. Il a déclaré qu'il souhaitait être évalué sur la base des succès accomplis au cours de ces 12 dernières années, plutôt que sur les erreurs commises au cours des 12 dernières semaines. Reed a changé la façon dont nous envisageons la consommation de divertissement. Il a élargi les possibilités d'accès aux films. Je n'exclurai pas Reed Hastings de Netflix. C'est une entreprise qui connaît les défis et qui ne s'en cache pas. Très peu d'entreprises ont accompli autant de choses et réussi. 12 ans plus tard, c'est l'une des entreprises qui, même si on n'y adhère pas, est un succès incontournable. Richard Branson, l'homme au toucher d'or et au sourire de milliardaire. Il est fabuleusement riche, célèbre comme une rockstar et semble toujours prendre du bon temps. J'ai eu une chance extraordinaire. Je profite de chaque minute de ma vie, je ne l'échangerai avec personne. Il n'est pas impressionné par la richesse. Ce qui l'intéresse, c'est de s'amuser et de se faire plaisir. Il faut avoir le vent en poupe. Branson a su transformer le nom Sexy Virgin en une marque en or. Plus de 300 produits et services, du rock au voyage en avion, en passant par les téléphones portables et les trains. Nous nous sommes attaqués à de grosses sociétés hypertrophiées qui n'avaient pas vraiment pensé aux consommateurs et nous les avons bousculées. Si vous aviez analysé les risques pris par Richard, vous ne les auriez pas pris parce qu'aucune analyse de risque ne vous aurait conseillé de continuer. Pour maintenir tout ça à flot, Branson devient son meilleur porte-parole, incarnant les valeurs de Virgin en matière d'aventure et d'amusement, même si cela implique de mettre sa vie en danger. Il me semble avoir conçu presque tous les moyens connus de l'homme pour essayer de me tuer. Je suis chanceux d'être encore parmi vous aujourd'hui pour parler de certaines de ces histoires. Si un tel titre existait réellement, Richard Branson serait l'homme le plus intéressant du monde. Il possède sa propre île, fait le tour du monde en ballon, travaille avec des dirigeants du monde entier et prévoit d'emmener un sous-marin Virgin jusqu'au fond inexploré de l'océan. Son aventure la plus risquée à ce jour. On ne vit qu'une fois, et nous comprenons qu'il y ait des risques à faire des choses que l'humanité n'a jamais expérimentées auparavant, mais nous y allons les yeux grands ouverts. Branson a passé une partie de sa vie sur la corde raide du risque entrepreneurial et a amassé une fortune personnelle de plus de 4 milliards de dollars.
Je n'ai jamais été intéressé par le fait de gagner de l'argent. Enfin, certaines personnes pourraient dire que j'ai gagné de l'argent. Mais ce qui me préoccupait le plus, c'était de créer des choses dont je pouvais être fier et de m'amuser en les créant. Richard Charles Nicholas Bronson naît le 18 juillet 1950 dans la banlieue de Londres, de parents issus de la classe moyenne. Son père était avocat et sa mère une ancienne hôtesse de l'air. Gravement dyslexique, il savait à peine lire à 8 ans et était désespérément perdu avec les chiffres. L'école était pénible pour moi. Je regardais le tableau noir et je ne comprenais rien à ce qu'il se passait. Il est intéressant de noter qu'en examinant l'histoire des dyslexiques, on s'aperçoit qu'ils réussissent souvent de manière exceptionnelle parce qu'ils se concentrent sur des domaines dans lesquels ils sont doués. Ils m'ont certainement appris l'art de déléguer dès mon plus jeune âge. Nick Powell était l'ami le plus proche de Bronson et son futur partenaire commercial. J'ai toujours pensé que Richard allait avoir une influence sur le monde. Dès son plus jeune âge, on pouvait voir qu'il avait des qualités qui n'étaient pas communes à tous les autres amis que nous avions. Nous avions l'habitude de jouer aux fléchettes, assis de part et d'autre de la ligne blanche, et c'était à celui qui bougerait le dernier lorsque la voiture arrivait sur la route. Richard gagnait toujours. Mais Bronson a une forte fibre entrepreneuriale. À 13 ans, il tente de cultiver les sapins de Noël pour les vendre et d'élever des perruches. À 15 ans, il décide de lancer un journal étudiant national. Je travaillais dans une cabine téléphonique de mon école, j'appelais Coca-Cola, j'appelais des gens pour qu'ils écrivent pour le magazine. Je téléphonais à la banque Barclays pour essayer de leur faire de la publicité. La file d'attente à l'extérieur de la cabine était de cette taille pendant que j'insérais plus d'argent dans le combiné. Le magazine Student a connu un succès immédiat avec un tirage de 50 000 exemplaires. Graham Boyton est un ancien journaliste de voyage pour le London Telegraph et a couvert Bronson pendant plus de 20 ans. Bien qu'il soit né dans les années 60, il a toujours été un peu maladroit. Je crois que tout est parti du monde des affaires qui lui a donné un vocabulaire et d'une augmentation de ses dettes. En 1970, Bronson crée une société de vente par correspondance de disques à prix réduit, dans l'espoir de récolter des fonds pour le magazine. La première des choses à faire était de lui trouver un nom. Quelqu'un a suggéré Slip Disc Record. Nous avions le vieux vinyle à 2 disques qui ne cessait de glisser. Quelqu'un d'autre s'est esclaffé. Pourquoi pas Virgin? Nous sommes tous vierges. Et des rires hystériques ont fusé de toutes parts. Je me suis soudain dit que j'étais vierge en affaires. Je le suis pour d'autres choses encore. Pourquoi pas? En 1971, une grève des postes manque de faire disparaître la vente de disques par correspondance. Bronson décide alors d'ouvrir un magasin de disques, avec des écouteurs et des coussins d'eau pour une génération plus jeune. Simon Draper, cousin de Bronson, est son premier acheteur de disques et le futur directeur de Virgin Records. Tout le monde était payé de la même manière. C'était juste une sorte de sentiment que personne ne devait gagner plus d'argent que les autres. Mais si l'on y réfléchit bien, c'était en fait pratique de payer tout le monde de la même façon, car on pouvait payer tout le monde moins. Certaines personnes qui travaillaient pour Richard dans les magasins de disques de Notting Hill avaient l'habitude de voler des disques dans les magasins et étaient absolument stupéfaites lorsque Richard les renvoyait pour vol. Il était né pour être homme d'affaires. 5 mois après l'ouverture du magasin Virgin, Richard Bronson est soudainement arrêté pour fraude fiscale. Il vendait ses disques au rabais, en partie parce qu'il avait trouvé un moyen de contourner la taxe de 3% sur les disques. Il a passé une nuit en prison et ses parents ont dû céder leur maison pour le faire sortir. Il pensait que le but du jeu était justement d'éviter de payer la taxe. Cela a dû choquer Richard au plus haut point. Il était extrêmement bouleversé, mais il s'est comporté de manière impeccable. Il a tout assumé et personne d'autre n'a été inquiété. Je suis parvenu à éviter une infraction pénale en payant ce que demandaient les douanes et les acquises. Nous avons développé nos magasins de disques très rapidement afin d'obtenir la somme nécessaire au remboursement de la dette. Depuis lors, je me suis assuré que nous faisons tout dans le respect de la loi, sans craindre que quelqu'un ne vienne frapper à notre porte. Pour payer une amende de 150 000 $ et éviter un procès, voire une peine de prison, Bronson lance d'autres projets, notamment un studio d'enregistrement et une nouvelle maison de disques, qu'il crée avec son cousin Simon Draper. Le premier artiste qu'il signe est un folkloriste inconnu au nom de Mike Oldfield,
avec un étrange album instrumental intitulé Tubular Bells. Nous avions parié sur combien de disques il vendrait. J'avais dit 20 000 exemplaires, ce qui me semblait beaucoup à l'époque. Mais des millions de disques plus tard, c'était une toute autre histoire. 16 millions, plus précisément. Du jour au lendemain, cet album a propulsé Virgin devant la scène et fait de Richard Branson, alors âgé de moins de 23 ans, un millionnaire. Branson investit les bénéfices dans de nouveaux artistes et de nouvelles entreprises. Mais ce désir de tout réinvestir inquiète ses partenaires. Nick Powell s'y est tellement opposé que Branson lui rachète ses parts. J'estimais que nous n'avions pas assez de liquidités pour soutenir l'expansion de l'entreprise, et j'avais tort. Je suis prêt à doubler ma mise, un peu plus que je ne le recommande aux autres personnes. Il m'est arrivé de faire signer un bout de papier à ma femme sans qu'elle se rende compte que la maison avait été mise en gage pour l'entreprise suivante. En 1984, Richard Branson mène une vie de caïd du rock'n'roll. Il est propriétaire de cette île située dans les îles Vierges britanniques. Virgin Records était l'un des labels indépendants les plus prospères au monde. Les Sex Pistols, Simple Minds, Human League, Culture Club se vendaient à des millions d'exemplaires. Branson regorgeait d'argent et cherchait des moyens de les dépenser. Jusqu'à ce qu'un jour, Randolph Fields, un avocat spécialisé dans les assurances, appelle Branson et lui demande de soutenir son projet de compagnie aérienne transatlantique. Simon Draper et mes autres partenaires se sont mis à s'arracher les cheveux, quand je me suis soudain mis à dire que je détestais voyager sur les compagnies aériennes des autres et que nous pouvions faire mieux. Je détenais à l'époque 15% de l'ensemble du groupe Virgin et mes actions commençaient à prendre de la valeur. J'étais consterné et je me suis dit que c'était le début de la fin de notre collaboration. Branson lance sa compagnie aérienne avec un 747 d'occasion qu'il loue à Boeing. Le type de Boeing m'a demandé le nom de l'entreprise. J'ai dit Virgin, où les gens vous ont amené les Sex Pistols, les Rolling Stones. Il a répondu en plaisantant légèrement qu'avec un tel nom, il espérait que la compagnie aérienne irait jusqu'au bout et que nous allions tenter le coup. Après avoir racheté les parts de Fields, Branson décide d'offrir une combinaison améliorée des tarifs en classe économique et affaires, le tout en mettant l'accent sur le divertissement sans escale. Le vol inaugural de Virgin entre Londres et New York donne le ton. Je peux vous dire que c'était une orgie. C'était sauvage. Il y avait de l'alcool et des mannequins aux seins nus. C'était une fête d'enfer et Richard menait la danse. David Tate, le premier employé de Branson, était cadre chez Virgin Atlantic. Lorsque la porte de l'avion s'est ouverte à Newark, c'était un peu comme si on débouchait un bouchon de champagne. Ce jour-là, il y a eu un nombre record de bouteilles de champagne bues lors de ce vol. Avec un seul avion et une seule ligne, le premier problème qui se pose est la promotion. Branson n'a pas le budget publicitaire nécessaire pour rivaliser avec British Airways et les autres grandes compagnies aériennes. Il prend donc les choses en main et se lance dans une série d'aventures époustouflantes en montgolfière et en bateau qui feront rapidement de Virgin Airlines un nom connu de tous. Son vol de 1987 à travers l'Atlantique a fasciné les médias du monde entier pendant des semaines. 5 personnes avaient déjà trouvé la mort lors de tentatives similaires. Per Lindström a été le copilote de Branson. Il a entièrement remis sa vie entre mes mains. Je dois dire que ses mains sont bénies. Alors que le ballon s'enfonce dans la mer d'Irlande, des vents violents le projettent contre les vagues. Mon collègue, un aérostier plus expérimenté, a sauté du ballon. Je suis resté seul alors qu'il s'élevait en spirale jusqu'à atteindre 10 ou 15 000 pieds d'altitude. J'étais dans l'eau. Rich était dans le ballon sans savoir comment il fonctionnait. C'est clair que ça a été le moment le plus effrayant de ma vie. Branson a réussi à faire descendre le ballon et saute dans l'eau glacée. Un hélicoptère de la Royal Air Force le repêche en même temps que Peer, qui a failli mourir après avoir nagé sur place pendant 2 heures. J'ai l'habitude de décrire Richard comme un croisement entre Evil Knievel et Ted Turner.
Il vous dira toujours qu'il monte en ballon parce que c'est une bonne publicité pour l'entreprise. C'est de la foutaise. Il le fait parce qu'il aime ça. S'il était un chat, il en serait à sa 3e série de 9 vies. À la fin de l'année 1989, le monde de Richard Branson s'étend sur tous les fronts. Il épouse sa compagne de longue date, Joanne Templeman, lors d'une cérémonie sur l'île de Necker. Le couple a déjà 2 enfants, Sam, 4 ans, et Holly, 8 ans. L'entreprise se diversifie également. L'introduction en bourse du groupe Virgin en 1986 avait rapporté plus de 56 millions de dollars à Branson. Je ne pense pas que l'introduction en bourse changera grand-chose à la manière dont nous menons nos affaires. Il s'est avéré que oui, ça a fait la différence. Branson n'a pas apprécié de devoir rendre des comptes à un conseil d'administration extérieur et de racheter Virgin au bout de 2 ans. Il est désormais à la tête d'un empire petit mais précaire, avec une compagnie aérienne en pleine expansion qui risque à tout moment de sombrer. Pire encore, British Airways est déterminé à écraser son nouveau rival. La rivalité entre British Airways et Virgin Atlantic m'a toujours laissé perplexe. Je pense qu'elle était due au fait que l'établissement britannique voyait ce jeune arriviste aux cheveux longs comme une sorte d'entrepreneur en aviation, imprudent à la grande bouche, et que cela l'agaçait. À tel point qu'en 1991, British Airways lance ce que la presse appellera la Dirty Tricks Campaign. Ils avaient des équipes secrètes qui accédaient illégalement à nos données informatiques, appelaient des passagers en prétendant qu'ils venaient de la part de Virgin Atlantic, qu'ils avaient des vols annulés et qu'ils les transféraient sur British Airways. Des gens fouillaient mes poubelles et celles de nos clubs pour essayer de trouver la moindre saleté sur nous. Ils publiaient des articles dans la presse et d'autres choses. Plus grave encore, Branson est persuadé que British Airways alimente les rumeurs selon lesquelles Virgin est insolvable et sur le point de faire faillite. Will Whitehorn est l'ancien directeur de Virgin Galactic et a travaillé en étroite collaboration avec Branson depuis 1987. Chaque jour, vous décollez et chaque siège vide vous fait perdre de l'argent. Si quelqu'un peut persuader les passagers de ne pas réserver auprès d'une certaine compagnie aérienne parce qu'il pense qu'elle va faire faillite, elle fera faillite. Branson lutte pour maintenir Virgin Atlantic à flot. Pour y parvenir, il risque sa vie une fois de plus. Il s'envole pour un autre dangereux voyage promotionnel en ballon, cette fois-ci au-dessus du Pacifique. Au milieu du Pacifique, nous avons perdu 2 réservoirs pleins. Nous ne savions pas s'il nous restait assez de carburant pour y arriver. Nous devions faire voler ce ballon à une vitesse moyenne de plus de 180 miles par heure. Et seul le vent nous permettait d'avancer. Les chances donc pour qu'on y parvienne étaient extraordinairement minces. Mais tout à coup, nous nous sommes retrouvés au cœur du jet stream et nous avons vu le compteur de vitesse passer à 150, 160, 170, 180, 200, 210, 220. Je ne suis pas croyant, mais on aurait dit que quelqu'un, là-haut, avait pris le ballon et l'avait poussé dans le jet stream. Branson et Lindstrand atterrissent en catastrophe sur un lac gelé, à 300 miles des habitations les plus proches. Nous avons raté l'objectif de 3500 km et avons atterri dans l'Arctique dans une tempête de neige à moins 60 degrés. Mais nous n'aurions pas pu être plus heureux. En effet, le temps que Branson retrouve sa température normale, il était devenu une superstar. Sa maison de disques connaît, elle aussi, une grande effervescence. Virgin Records signe des contrats pluriannuels avec Janet Jackson et les Rolling Stones. Toutefois, à court terme, cela ne servait à rien. La campagne de sabotage de British Airways à l'encontre de Virgin Atlantic rendait impossible l'obtention de tout crédit. Pour sauver sa compagnie aérienne, Branson prend la décision la plus difficile de sa vie. Il décide de vendre sa maison de disques adorée. Penny Pike a été son assistante personnelle pendant 31 ans. Tout le monde a été terriblement choqué. Richard, qui est plus sensible que la plupart des gens, a pleuré encore et encore. C'était comme vendre son enfant. J'ai prévenu le personnel, j'ai éclaté en sanglots, puis j'ai couru jusqu'à chez moi, les larmes ruisselant sur mon visage. Je suis passé devant un panneau qui disait « Branson se vend pour 1 milliard ».
Et j'ai réalisé que la vie n'était pas si horrible que ça. Il a assuré l'avenir de Virgin Atlantic parce qu'il avait suffisamment de capital derrière lui pour pouvoir regarder n'importe quel concurrent en face et lui dire « Je peux tenir le coup aussi longtemps que vous le pouvez ». À l'époque, les gens disaient que nous étions fous de vendre la maison de disques pour investir l'argent dans une compagnie aérienne. Au final, l'industrie du disque s'est effondrée et celle du transport aérien ne nous a pas trop mal réussi. Un mois après la signature du contrat d'1 milliard de dollars pour la maison de disques, Branson intente un procès à British Airways pour diffamation. La compagnie aérienne négocie un accord à l'amiable et verse à Branson la somme de 1,1 million de dollars. Nous avons obtenu le plus gros dédommagement jamais obtenu dans une affaire de diffamation. La compagnie aérienne a dû présenter ses excuses publiques. Richard Branson est passé plus tard dans la journée. C'était probablement l'un des plus grands jours de sa carrière d'homme d'affaires. Il l'avait fait. Il avait gagné contre la toute-puissante British Airways. Cette nuit-là, il était au téléphone avec plusieurs personnes. Et on sentait une réelle détermination dans sa voix. Le moment était venu pour lui de faire de Virgin Atlantic un succès mondial et de la faire prospérer dans le monde entier. En 1992, après avoir vendu Virgin Records pour 1 milliard de dollars, Richard Branson est prêt à exploiter son bien le plus précieux, la marque Virgin. Nous nous sommes rendus compte que nous avions quelque chose à protéger et à entretenir. La marque était, en fin de compte, la vraie raison d'être de Virgin. Branson était la marque et il l'a promue sans relâche. Aujourd'hui, il a virginisé plus de 300 produits et services. Selon moi, en règle générale, si vous pouvez créer quelque chose dont vous êtes fier, vous avez toutes les chances de réussir. Je ne me suis jamais dit qu'il fallait exploiter ce cerveau dans de nombreux domaines différents. J'ai simplement pensé que nous pouvions faire mieux dans les clubs de santé, dans le domaine de la téléphonie mobile, etc. Certaines entreprises, comme Virgin Brides et Virgin Cola, tombent rapidement à l'eau. Puis la marque fait un faux pas avec Virgin Trains. L'acquisition était assortie d'une infrastructure délabrée, et il a fallu des années pour que les trains commencent à arriver à l'heure. D'autres entreprises, par contre, connaissent un succès fulgurant. En 1999, Branson trouve le bon filon. Il s'associe à des fournisseurs de services pour lancer Virgin Mobile. Ils fournissent le réseau, lui le marketing, le nom et l'idée novatrice de permettre aux utilisateurs de payer au fur et à mesure. Baird Schmidt, professeur à l'école de commerce de l'Université de Columbia, est un expert en stratégie de marque. La valeur d'une marque repose sur des éléments intangibles. Les clients n'achètent pas seulement des produits et des fonctionnalités, ils achètent aussi une image, un style de vie et une expérience. Elle représente certaines choses. Elle est synonyme de service, d'expérience client, d'innovation et de plaisir. Branson fait désormais partie de l'élite des hommes d'affaires et est honoré en 1999 par la reine. Il est fait chevalier en tant qu'icône du millénaire pour sa contribution au commerce. Toutefois, devenir Sir Richard ne le freine en rien. 5 ans plus tard, il fait entrer Virgin Mobile en bourse, ce qui, selon lui, a porté la valeur de l'entreprise à 1,5 milliard de dollars. Branson fait de chacune de ces nouvelles entreprises une société indépendante, de sorte qu'aucune défaillance ne puisse entraîner l'empire dans sa chute. Néanmoins, les analystes ont régulièrement remis en question la valeur du groupe Virgin, qui est toujours détenu par des intérêts privés. Les gros titres étaient « Quand le ballon de Branson va-t-il éclater ?» À chaque fois que nous commencions quelque chose de nouveau, cela étendait un peu plus la marque, et parfois, il s'éloignait de la vérité. Le groupe Virgin continue de créer de nouvelles entreprises, et en 2004, Branson annonce l'un de ses projets les plus imaginatifs. Celui d'emmener les gens dans l'espace en commençant par sa propre mère. Nous sommes à environ 18 mois de notre voyage dans l'espace, qui marquera le début d'une nouvelle ère de vols commerciaux dans l'espace. J'espère que des centaines, voire des milliers de personnes auront la chance de devenir astronautes et d'aller dans l'espace. C'est un risque énorme, un peu comme si vous mettiez votre nom ou votre marque sur une voiture de course de Formule 1. C'est génial quand elle gagne, mais si elle fonce dans un poteau en béton quelque part, c'est beaucoup d'inconvénients. Branson étend la marque Virgin encore plus loin en 2006.
Alors que sa propre compagnie aérienne rejette des tonnes de CO2 dans l'atmosphère, il s'engage à consacrer tous les bénéfices de ses sociétés de transport au cours des 10 prochaines années, soit environ 3 milliards de dollars, au financement de la recherche sur un biocarburant respectueux de l'environnement. Il lance également le Conseil des sages, une équipe d'intervention en cas de crise dirigée par Nelson Mandela. À 55 ans, j'avais bien gagné ma vie. Je pouvais téléphoner à n'importe qui et obtenir des résultats. J'étais désormais dans une position qui me permettait de faire la différence dans le monde. Les critiques se moquent du nouvel esprit social de Bronson et pointent du doigt les paradis fiscaux offshore qu'il utilise depuis des décennies pour protéger sa fortune. Il n'est pas différent des autres hommes d'affaires très riches qui ont des armées de comptables et d'avocats qui leur disent où placer leur argent et comment le cacher. Est-il l'entrepreneur du peuple? Jusqu'à un certain point seulement. Bronson ne réussit pas à sauvegarder tous ses actifs. Virgin America a du mal à décoller et perd près de 400 millions de dollars avant de commencer à faire des bénéfices au troisième trimestre de 2010. À l'aube de la soixantaine, le voyage du roi de Virgin a été long et passionnant. Il a laissé sa marque. Je pense qu'il a été très bon dans ce domaine. Il ne s'agit pas d'un simple toucher d'or. Il a vraiment travaillé pour ça. Bien sûr, il est motivé par l'argent, mais il n'est pas impressionné par la richesse. Ce qui l'intéresse, c'est le plaisir et l'amusement. Il faut avoir le vent en poupe. J'ai eu une chance extraordinaire. J'ai profité de chaque minute de ma vie. À l'avenir, je consacrerai la majeure partie de mon temps à créer des entreprises à but non lucratif et je les aiderai à s'attaquer à certains grands problèmes du monde. Mais en même temps, nous continuerons à vivre de meilleures aventures. Nous irons dans l'espace, dans les profondeurs des océans, nous nous dépasserons, nous défierons mes enfants et les gens qui m'entourent, et on va s'éclater. C'est le guerrier samouraï de la Silicon Valley. L'attitude de Larry est « Vous voulez vous mesurer à moi? Alors préparez-vous à être écrasé ». Il y a plus de 30 ans, Larry Ellison créait Oracle Software, ce qui faisait de lui le dirigeant le mieux payé au cours de la dernière décennie, avec une rémunération totale de 1,84 milliard de dollars. Il n'y a que Larry pour réussir à faire croire à un client qu'il peut changer sa vie professionnelle grâce à son produit. Il est prêt à tout pour gagner. Au bureau, SAP, la société allemande de logiciels, a été condamnée à payer 1,3 milliard de dollars à Oracle. Ou sur l'océan. Il ne fait aucun doute qu'il déteste perdre. La technologie de son entreprise est devenue l'ossature de tous les systèmes d'information du monde, de l'administration au commerce en ligne. Ce milliardaire effronté est un provocateur ambitieux au mode de gestion singulier. Je crois que le plan de succession de Larry pour Oracle est qu'il essaye de trouver un moyen pour que, lorsqu'il sera 6 pieds sous terre dans une tombe, il puisse encore diriger Oracle. Si vous savez quelque chose sur Larry Ellison, c'est probablement ceci. J'ai une Bugatti, la voiture la plus rapide du monde. Sa maison a coûté 200 millions de dollars. J'ai le voilier le plus rapide qui ait jamais été construit. Je suis accro à la victoire. Plus vous gagnez, plus vous avez envie de gagner. C'est un accro à l'adrénaline et un collectionneur invétéré de jouets et de biens immobiliers coûteux. Il a dépensé 400 millions de dollars pour ramener la Coupe de l'América 2010, la plus ancienne compétition sportive, aux États-Unis pour la première fois depuis 15 ans. Mais son succès, il le doit à quelque chose de beaucoup moins tape à l'œil. Il s'agit de certains des logiciels les plus essentiels au monde. Des outils que vous utilisez tous les jours, mais dont vous ne vous rendez probablement pas compte que c'est son entreprise qui les fait fonctionner. Presque tout le monde utilise Oracle. Vous ne le savez tout simplement pas. Si vous effectuez une transaction gouvernementale avec presque tous les gouvernements du monde, une transaction commerciale avec presque toutes les entreprises Internet du monde ou traditionnelles, si vous avez une carte de crédit ou un téléphone portable, si vous utilisez l'une de ces choses de la vie moderne, si vous vivez à notre époque, je pense que vous utilisez probablement Oracle. Larry Ellison a sans doute créé le logiciel informatique le plus puissant dont vous n'avez jamais entendu parler. Il a été l'homme derrière le rideau d'un changement considérable dans notre mode de vie. Ellison est resté derrière ce rideau lorsque nous avons essayé de le contacter pour qu'il participe à ce programme. Né dans le Bronx en 1944,
Il a grandi à Chicago. À l'âge de 12 ans, son père lui annonce sans ménagement une nouvelle surprenante. Mon père m'a dit juste avant le dîner, en passant, « Tu as été adopté et nous allons manger du pain de viande ce soir. » C'était tellement choquant. Je l'ai rangé dans un coin de ma tête et j'y ai pensé pendant des années sans vraiment y faire face et sans réaliser tout ce que cela impliquait. Il a abandonné le collège 2 fois. Ellison était un élève médiocre et n'aimait pas l'éducation formelle. Mike Wilson est rédacteur au St. Petersburg Times et a longuement interviewé Ellison pour sa biographie. Larry ne voulait pas suivre les règles à l'école, dans la famille ou ailleurs. Larry avait besoin de sortir de l'ombre de Lewis Ellison et de prouver à son père qu'il pouvait faire quelque chose de sa vie. Son amour pour la voie rapide se manifeste très tôt. Larry s'est acheté une Thunderbird bleu turquoise. C'était un homme élégant. Il voulait impressionner les gens. Il est monté dans cette voiture et l'a conduite jusqu'en Californie. C'était un homme plein de potentiel. Son voyage en Californie a été déterminant pour son avenir. Larry Ellison s'installe à Berkeley et entreprend de gagner sa vie en écrivant des codes. En 1973, il travaille pour le fabricant d'électronique informatique Amdahl. Il y rencontre Stuart Fagin, avec qui il reste ami pendant plus de 35 ans. Mon premier jour de travail, je suis entré dans mon bureau et, de l'autre côté du couloir, il y avait 2 types qui ne semblaient jamais travailler. Ils parlaient tout le temps. L'un d'eux ne faisait que parler de lui, de son intelligence, de la stupidité des autres et du fait qu'il devait vraiment tout diriger. C'était Larry Ellison. Ellison est un programmeur talentueux, mais impatient, qui cherche désespérément à contrôler quelque chose qui lui est propre. Dire qu'il avait la capacité d'attention d'un tumbleweed serait le surestimer. Je dirais plutôt celle d'un éclair. Mais son attention est retenue lorsqu'il décroche un emploi chez Ampex. Cette société se débattait avec un projet financé, entre autres, par la CIA. Il avait pour nom de code Oracle. La CIA avait besoin d'un système pour stocker et récupérer d'énormes quantités de renseignements étrangers concernant ses diverses opérations et missions sensibles. Pour Ellison, il s'agit du travail d'une vie qui sera déterminant pour son avenir. Dans les années 70, le stockage des informations consistait à mettre les données sur des bandes magnétiques, ce qui était tout simplement trop lent et incohérent pour la CIA et pour Ellison. Il quitte Ampex et crée plus tard sa propre entreprise avec son ami et génie de la programmation, Bob Miner. Bob et Larry formaient un couple bizarre parfait pour la Silicon Valley. Bob possédait toutes les compétences techniques. Larry, quant à lui, avait le sens de la vente et de la vision. Il savait comment s'adresser à un client et lui expliquer comment son entreprise pouvait changer. Muni de ce signe manuscrit original de $1 200, il crée des laboratoires de développement de logiciels, SDL. Ellison recrute ses amis Ed Oates et Stuart Fagin pour l'aider à programmer. Il voulait que je le rejoigne pour créer une sorte d'entreprise. Je me suis dit que c'était l'idée la plus stupide que j'ai jamais entendue, car Larry n'était pas connu pour terminer les choses. J'avais l'habitude de dire que c'était un vrai feignant et qu'il n'arrivait jamais à rien, et j'avais à moitié raison. La nouvelle société d'Ellison a besoin d'un produit, et après avoir lu un obscur document de recherche d'IBM, il pense l'avoir trouvé. Une méthode de tri d'informations largement supérieure à tout ce qui existait auparavant. Il s'agissait d'une base de données relationnelle. Pour Gary Bloom, qui a travaillé avec Ellison pendant 14 ans, il s'agissait d'un nom complexe, mais d'une idée simple. Une base de données relationnelle est un ensemble de données et d'informations qu'on met tout simplement dans un format qui permet de rechercher et de trouver très facilement ces informations. Rien de compliqué. IBM n'a pas vu le potentiel de ce qu'ils avaient. Ellison, si. Je me suis dit que nous pouvions éliminer IBM du marché parce qu'elle ne croyait pas en sa propre idée. Ellison, lui, y croit et demande au programmeur Bruce Code d'écrire du code. Pour moi, c'est juste une technologie cool et amusante. Mais Larry, lui, y voyait une entreprise. Il y voyait un marché. On n'était pas sûr que Larry ait raison, mais on avait besoin de ses emplois. Et c'était une lutte de tous les instants. Larry était soumis à une forte pression pour obtenir de l'argent, d'une manière ou d'une autre. En 1977, à 34 ans, la start-up Software Company de Larry Ellison s'emploie à créer une base de données intelligente qui, selon eux, révolutionnera la manière dont les entreprises récupèrent, gèrent et analysent les données. 3 pièces et un petit hall d'entrée. Nous étions 4 à écrire des programmes. Larry s'occupait surtout de trouver des clients, ce qui était bizarre car nous n'avions pas de logiciel.
Toutes les caractéristiques que nous décrivent les livres d'un bon leader, il ne les avait pas. Mais il était tenace et n'abandonnait jamais. Ellison produit et amadoue les clients. Il devient l'évangéliste en chef de l'entreprise. Il n'y avait personne de mieux que Larry pour convaincre un homme d'affaires ou faire croire à un client qu'il pouvait changer sa vie professionnelle grâce à son produit. Sachant qu'ils avaient encore besoin d'une solution plus intelligente pour la tâche monumentale que représentait la gestion des renseignements mondiaux, Ellison vend sa base de données à la CIA, son premier client. Il baptise le nouveau logiciel Oracle version 2. Il n'y avait pas de version 1, car tout le monde se disait que personne n'achèterait la version 1 parce qu'elle était buggée. Nous avons donc commencé par la version 2. Elle était aussi moins buggée que n'importe quelle autre version. Je décris ces premières versions comme le Roach Motel des bases de données. Les données entraient mais ne sortaient pas. En 1982, Ellison baptise également son entreprise Oracle. Il ciblait les agences gouvernementales et les grandes entreprises à sa manière. Je me souviens qu'il a dit très clairement une fois, « Bruce, nous ne pouvons pas réussir si nous ne mentons pas aux clients. » Curieusement, Larry avait déclaré à la Bank of America que nous étions 15, alors qu'en réalité, nous n'étions que 5. Je ne vois pas pourquoi la Bank of America aurait eu un avis différent que l'on ait été 5 ou 15, mais Larry leur avait donné un chiffre un peu plus élevé que le chiffre réel. Ellison affine également sa politique commerciale en s'inspirant d'un voyage au Japon au début des années 70. J'étais au Japon et j'ai discuté avec un chef d'entreprise japonais qui m'a dit que le problème de l'Amérique, c'est que nous n'avons pas d'appétit pour la concurrence. Au Japon, nous pensons que nos concurrents volent le riz de la bouche de nos enfants. Nous pensons que toute part de marché inférieure à 100% est insuffisante. Cette approche implacable est connue aujourd'hui comme la méthode Oracle. Au début et au milieu des années 80, la méthode Oracle consistait à gagner, presque par tous les moyens nécessaires. L'attitude de Larry est « Vous voulez rivaliser avec moi? Alors, préparez-vous à être écrasé ou laissez tomber. » Son produit, la base de données Oracle, décolle comme un avion de chasse dans l'une de ses publicités et, en 1986, Oracle entre en bourse. Ses 39% de parts dans l'entreprise valent la somme astronomique de 93 millions de dollars. L'introduction en bourse est un grand succès. Mais elle est éclipsée dès le lendemain par l'introduction en bourse de Microsoft, qui permet à Bill Gates d'empocher la somme astronomique de 350 millions de dollars. En 1989, Ellison installe les bureaux d'Oracle sur ce gigantesque campus de Redwood Shores, en Californie, surnommé la Cité d'Émeraude, en référence au magicien d'Oz, ou, comme l'a décrit un journal, Larryland. Et tout le monde savait qui était le magicien. Lorsque j'ai commandé une Ferrari 348, qui aurait été la première en Californie, Larry a commandé la sienne quelque part sur la côte Est et l'a fait expédier avant que je ne reçoive la mienne. Il ne voulait pas être le deuxième. Il voulait être le premier. Son obsession d'être le premier fait des ravages. Oracle se heurte à un mur. Ses pratiques commerciales agressives ont commencé à poser de sérieux problèmes. Les pratiques commerciales agressives d'Oracle dans les années 80 transforment l'entreprise en un cauchemar pour les comptables. L'équipe de vente était très agressive, très désireuse de conclure en affaires, et il y avait très peu de contrôles commerciaux quant à l'élaboration de ces accords. Nous avons alors commencé à rencontrer un problème de signature de mauvais contrats. Elle commercialise également des produits qui n'ont pas été encore créés. Oracle vendait beaucoup de fonctionnalités. La société recevait beaucoup d'argent pour des produits à venir. La question qui se posait était alors de savoir, une fois ces produits livrables obtenus, à qui les vendre? Elle les revendait à tout le monde. Elle vendait pendant 3 ans avant de les recevoir. Le fait que leur dernier produit soit un échec n'a pas aidé les perspectives de l'entreprise. La version 6 d'Oracle est truffée de bugs. Les clients sont frustrés et les ventes chutent. On parle parfois de l'expérience de mort imminente d'Oracle au début des années 90. Et c'était le cas. Nous ne coupions pas dans la graisse, mais dans le muscle. On pourrait même dire que dans certains cas, nous avons coupé quelques membres. Le cours de l'action Oracle était en chute libre. La fortune personnelle d'Ellison l'est également. Rendu au 1er novembre 1990, il avait perdu 790 millions de dollars. Sa société, dont le chiffre d'affaires s'élevait à près d'1 milliard de dollars, était en train de péricliter. Larry, qui s'acharnait à vouloir atteindre une certaine grandeur, lui qui s'efforçait en permanence d'y parvenir, était maintenant, en quelque sorte, la risée de tous. C'était dévastateur pour lui. Nous sommes une bande de gamins qui avons grandi avec l'entreprise.
mais nous n'étions plus des gamins et l'entreprise n'était plus si petite. C'était devenu une grande entreprise et nous avons dû remplacer pratiquement tous les cadres supérieurs. Un processus très douloureux. Il convainc Ray Lane, un célèbre consultant en gestion et en vente, de rejoindre l'entreprise. Il a apporté ce que je qualifierais de discipline opérationnelle et de maturité quant au fonctionnement de l'entreprise. C'était chaotique, c'était douloureux. Personne ne voulait vivre ça. Il a donc fallu tout réapprendre dès le début. Mais le résultat sauveur de l'entreprise est en fait un nouveau produit. Zach Nelson a été le plus jeune responsable marketing d'Oracle. Oracle 7 était un produit spectaculaire. L'avenir s'annonçait incroyablement radieux. Et je pense que tout le monde au sein d'Oracle à l'époque le savait et le sentait. Il ne s'agissait pas seulement d'une amélioration progressive, mais d'une amélioration de plusieurs ordres de grandeur. La société d'Ellison évite de peu de péricliter. En 1994, les revenus d'Oracle dépassent les 2 milliards de dollars et ses actions valent désormais près de 3 milliards de dollars. Pour Ellison, c'est loin d'être suffisant. Pour devenir le poids lourd de l'âme du logiciel, Ellison sait qu'il doit se battre contre le champion en titre, Bill Gates. Il semblait personnellement déçu de ne pas être plus riche que Bill Gates. Pour lui, si vous n'étiez pas le numéro 1, vous n'étiez pas le plus riche. Vous n'étiez pas au sommet, vous n'étiez pas le meilleur. C'était la carte de pointage et il perdait. Larry se pensait en compétition avec Bill Gates. Gates, lui peut-être, n'y pensait pas autant. Larry voulait être reconnu comme le plus grand innovateur, vendeur, évangéliste dans le monde du logiciel. Et la bataille était rude face à celui qui avait intégré son logiciel dans tous les ordinateurs personnels du monde. Ellison fait une fixation sur Gates. Plus tard, il admettra publiquement avoir engagé des détectives privés pour dénicher des informations compromettantes sur lui. Le nouveau produit de Gates, Windows 95, a subjugué tout le monde du secteur technologique, y compris Ellison lui-même lors de son apparition dans le Charlie Rose Show. Windows 95 est un logiciel extrêmement compliqué. L'idée que les gens puissent l'installer chez eux et le gèrent eux-mêmes me semble hilarante. Il est temps de passer à quelque chose de plus facile à utiliser. Cela fait clairement partie de notre stratégie pour détrôner Microsoft. Toutefois, on ne peut ni lancer des flèches à Bill Gates, ni le haïr, ni l'envier, en raison du mode de fonctionnement de Microsoft. Il faut concevoir et créer des produits qui soient meilleurs que ceux vendus par Microsoft. Ellison se lance alors sur le marché des appareils grand public. Il le baptise l'ordinateur réseau, ou NC. Il a lancé l'ordinateur réseau en grande pompe. Les ordinateurs personnels fabriqués actuellement sont plutôt chers et très complexes. Nous avons créé cette nouvelle classe d'ordinateurs pour les êtres humains normaux, à un prix très bas et plus léger. Tout le monde peut désormais avoir un ordinateur en raison de leur faible coût et de leur grande facilité d'utilisation. Vous pouvez naviguer sur Internet, envoyer des courriels et il ne coûtera que 500 $. C'est, pour ainsi dire, une sorte d'appareil Internet, pas très différent de votre grille-pain. Je me souviens d'une discussion avec lui, où il disait que l'Internet permettait d'imaginer un monde dans le système d'exploitation de Microsoft sur tous les ordinateurs de bureau. C'est ainsi qu'est né le NC. Ellison se lance dans une campagne de promotion de la puissance de son nouveau bébé sur le web, tout en se moquant du populaire PC. Je déteste le PC avec ferveur. Mettez les choses sur le net. Ce sont des bits. Ne mettez pas de bits dans du carton. Du carton et des camions. Des camions pour les magasins. Vous allez au magasin, vous prenez ces trucs. C'est de la folie. J'adore l'Internet. Mais la chute des prix des PC signe l'échec du NC. L'idée n'était pas mauvaise. À mon avis, elle était plutôt prématurée. 5 ans un peu plus tard, il aurait conquis le public. Pour marquer la différence, tous les fabricants de PC, Dell, HP, Gateway, etc., ont créé un PC à 500 $ qui sert très bien le web et envoie des emails. Cela met fin à l'aventure d'Ellison sur le marché de la consommation. Son NC était trop en avance sur son temps, mais sa vision de l'Internet était toujours d'actualité. La base de données Oracle est devenue le fondement de tous les services Internet que nous considérons aujourd'hui comme acquis. Expedia, Amazon, eBay, pour ne citer qu'elles. Toutes ces applications stockent les informations, les récupèrent, les transmettent et effectuent les transactions par l'intermédiaire de la base de données d'Oracle. Les gens pensaient Larry fou, alors qu'aujourd'hui, c'est un génie. Il a résolu le plus gros problème informatique de l'histoire. En 2000, Oracle, la société de Larry Ellison, fait partie de l'élite mondiale des entreprises technologiques.
Mais des luttes internes entraînent le départ du président et directeur de l'exploitation de la société, Ray Lane, qui s'était hissé au rang de second et d'héritier présomptif. Il a décrit la philosophie de l'entreprise qui l'a quitté. Il ne suffisait pas qu'un vendeur atteigne son quota. Il devait atteindre 200% de leur quota. Les 10% les plus performants étaient récompensés par des millions, et tous les autres tombaient dans les mailles du filet. Les soldats les plus faibles étaient abattus. Lane, sur le départ, a déclaré qu'il ne s'intégrait pas au système Oracle, que la seule personne qui y prenait des décisions était Larry. Beaucoup de personnes qui sont entrées et sorties d'Oracle n'ont pas compris qui était le responsable. C'était une situation assez explosive. On aurait dit une collision galactique où deux étoiles s'entrechoquent. C'est une explosion assez violente. La société Oracle a le vent en poupe, mais elle est à la traîne dans un domaine clé. Nous nous efforçons toujours de nous imposer dans le monde des applications. Nous sommes le deuxième fournisseur d'applications au monde et le deuxième fournisseur d'ERP derrière SAP. Ce rang de deuxième commence à se faire vieux. Nous sommes numéro 2 dans le domaine de la gestion de la relation client, CRM, derrière Siebel. Mais notre croissance est plus rapide que celle de SAP et de Siebel. Et nous sommes déterminés à devenir le numéro 1 des applications, tout comme nous sommes le numéro 1 des bases de données. Pour devenir le numéro 1, Ellison est contraint de faire quelque chose que son entreprise a longtemps évité, acheter de nouvelles technologies par le biais d'acquisitions. Lorsqu'il est arrivé à cette conclusion, il a ouvert son portefeuille et a misé beaucoup plus que n'importe qui d'autre. En fait, il a fait beaucoup plus vite que tout le monde. Ellison souhaite associer de nouveaux logiciels d'application à la gamme de produits à succès d'Oracle. En 2003, il s'attaque à la société PeopleSoft, dans le cadre d'une tentative de rachat hostile. Le ministère de la Justice poursuit Oracle pour des raisons antitrust, accusant le rachat de permettre à l'entreprise d'augmenter illégalement ses tarifs et de nuire à l'innovation. Après un procès d'1 an et demi, le tribunal se rangea du côté d'Oracle. Ellison acquiert finalement PeopleSoft pour 10,3 milliards de dollars. Il est très rare que l'État poursuive quelqu'un en justice et qu'il obtienne gain de cause. C'est une preuve de plus de la ténacité de cet homme. La plupart des gens auraient peut-être abandonné l'affaire. Au lieu de ça, Ellison est allé de l'avant. Au cours des 5 années suivantes, il dépense près de 34 milliards de dollars pour acquérir 52 entreprises. Heather Bellini est directrice générale de l'équipe de recherche technologique de l'International Strategy and Investment Group. Elle s'occupe d'Oracle depuis 2003. Il s'est rendu compte que le paysage était en train de changer et que les dégâts causés à certains de ses concurrents allaient lui donner l'occasion de faire des acquisitions et d'acheter des technologies pour lesquelles il était en retard. C'est lui qui a lancé la tendance des fusions-acquisitions dans le secteur technologique. L'appétit d'Ellison pour les acquisitions s'accélère en 2009, avec l'achat pour 7,4 milliards de dollars de la célèbre société de matériel informatique Sun Microsystems. Mais en 2010, il a les yeux rivés sur un autre trophée. Une obsession longue d'une décennie et d'une valeur de 400 millions de dollars. BMW Oracle Racing a été lancé en 2000 pour la participation d'Ellison à la Coupe de l'Amérique. Il s'agit probablement de la plus ancienne compétition sportive du monde. Mais le bateau que conçoit Ellison est tout à fait inédit. C'est un trimaran qui donne parfois l'impression de voler, un seul de ses 3 trous étant en contact avec l'eau. Les océans n'ont jamais rien vu de tel. Il ne fait aucun doute qu'il déteste perdre. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Grant Dalton a affronté Ellison lors de la Coupe de l'Amérique. D'après mes souvenirs et les courses que j'ai menées et que je mènerai encore contre lui, c'est un homme qui est très déterminé dans son travail. Le jour de la Saint-Valentin 2010, Ellison ramène la Coupe de l'Amérique aux États-Unis pour la première fois depuis 15 ans. Il fête l'événement en compagnie de son ex-femme, la romancière Melanie Kraft. C'était son 4e mariage. L'ancien guerrier samouraï refait surface lorsque son ami Mark Hudd démissionne de son poste de PDG de Hewlett-Packard à la suite d'allégations de harcèlement sexuel et d'irrégularités dans ses notes de frais. Ellison est scandalisé. Il attaque le conseil d'administration de HP. Tout juste 1 mois plus tard, Ellison stupéfie le monde des affaires en faisant volte-face et en engageant le dirigeant évincé.
Le feuilleton de la Silicon Valley se poursuit lorsque HP nomme Leo Aptaker au poste de directeur général. Son ancienne société, SAP, est le principal rival d'Oracle dans le domaine des logiciels d'entreprise. SAP et Oracle étaient engagés dans un interminable procès pour violation de droits d'auteur qui a duré 3 ans et qui s'est achevé en novembre 2010. SAP, la société allemande de logiciels, a été condamnée à verser 1,3 milliard de dollars à Oracle. Il s'agit de l'accord le plus important jamais conclu en matière de piratage de logiciels. Larix contre Larry Ellison a fait couler du sang sur le champ de bataille des technologies de l'information. Et comme toujours, il est déterminé plus que jamais à gagner. Larry Ellison est un peu comme les Yankees de New York. C'est l'équipe que l'on aime détester. Et en tant que concurrent de Larry Ellison, je suis sûre qu'il est la personne que les gens adorent détester, rien qu'en raison de sa réussite. Alors que la plupart des visionnaires se contentent de dire « voilà comment le monde pourrait être », Larry, lui, imagine comment le monde pourrait être et s'efforce de le réaliser. Il a commencé avec un investissement de 1 200 $ dans une petite entreprise et, à force de volonté et de persuasion, il en a fait l'un des géants mondiaux de l'industrie du logiciel.